exclusivement la signalétique sous toutes ses formes. Nous allons vous en parler un petit peu plus tard. Ce document trouve son origine dans la multiplicité, après la loi de février 2005, il y a eu multiplicité de décrets, de circulaires, d'arrêtés, qui ont tous proposé des solutions dans tel ou tel cadre, plus par la suite des organismes comme l'UNAPI, l'organisme qui s'occupe des piscines au ministère des Sports, la ville de Dunkerque, entre autres, ont tous conçu leurs propres documents. Alors il nous est apparu essentiel d'essayer de regrouper tout ça dans un seul document avec l'unique volonté de faire un document pratique. Surtout pas de baratin, pas de blabla, que du pratique, du factuel. Que faut-il faire face aux obligations de la loi de 2005? Que faut-il faire? Alors dans ce document, nous sommes pour la conception de ce document, qui se veut simple, intuitif et très pratique. Donc, nous avons eu comme principal guide de penser à l'autonomie des personnes en situation de handicap. Et là, nous parlons des établissements recevant du public. Dans le guide, d'ailleurs, il y a à la fin une description des différents établissements qui reçoivent du public. Mais ce qui nous a aussi préoccupé en permanence, c'est la qualité d'usage de cette signalétique. Et nous avons travaillé pour analyser les besoins dans le respect de la chaîne du déplacement qui nous a conduit tout au long de ce document. Alors au 1er janvier 2015, tous les ERP devraient être rendus accessibles. Et pour ça, évidemment, nous nous sommes appuyés sur l'AFNOR, qui a été le maître d'œuvre de ce document. Je passe la parole à Philippe Laguillet qui va nous parler un instant des handicaps. Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc, il faut savoir que dans le monde du handicap, c'est vrai que la signalétique est un élément important qui va pouvoir, de façon à identifier le bâtiment, pouvoir circuler dans le bâtiment. Et ça, quel que soit le handicap, qu'on soit en fauteuil, qu'on soit aveugle, malvoyant, qu'on ait un handicap mental ou intellectuel, c'est vrai que le problème de la signalétique reste posé. Donc le document qui est fait, alors c'est vrai qu'on a fait un peu la part belle aussi au handicap visuel, puisque c'est vrai que jusqu'à présent, ce handicap était très mal dans la loi, il n'existait pas. Hein, donc c'est vrai que les handicaps sensoriels et le handicap mental aussi. Et donc le document parlera beaucoup de ce handicap et comment le mettre en application. Parce que c'est vrai que se repérer, circuler dans un établissement lorsqu'on est aveugle ou malvoyant, c'est assez compliqué. Et donc on a maintenant des solutions, on a des possibilités. On a cette signalétique qui est un art visuel bien sûr, mais qui permet aussi, qui devient pratique et qui devient intéressant pour les personnes en situation de handicap. Et quel que soit le handicap, hein, je le rappelle. Localiser un bureau, localiser une chambre d'hôtel, se déplacer à travers les halls d'accueil, etc. C'est pas toujours évident de trouver l'accueil déjà, de trouver l'entrée du bâtiment. Et donc, grâce à ce document, il y aura quand même des choses pratiques qui seront des conseils pratiques. Et je crois que ce sera intéressant pour tous. Donc effectivement, la signalétique a 4 fonctions, c'est orienter, diriger, informer, identifier. Et dans ce cadre-là, tous les handicaps sont concernés, puisqu'il s'agit d'autonomie essentiellement, même si on sait que l'autonomie totale n'existe pas, mais on veut quand même se rapprocher d'une autonomie maximum pour tous. Alors, oui, donc la signalétique est aussi un vecteur d'image, hein, qui est un lien entre l'exploitant et son visiteur ou le client. Et donc c'est très important aussi, qui est aussi le côté design, le côté pratique, mais aussi le côté esthétique qui rentre en ligne de compte. Et donc dans ce cadre-là, évidemment, enfin, mes collègues en parleront mieux que moi, mais c'est vrai que pour tout le monde, c'est important de garder ça en tête aussi. Et de transmettre évidemment un message accessible à tous, que ce soit pour les personnes voyantes, que ce soit pour les personnes non-voyantes, mais également pour les personnes qui ont des difficultés mentales ou intellectuelles, qu'elles se repèrent mieux dans le bâtiment, dans les cheminements, etc.
Voilà, donc on va passer la parole à M. Gossor qui va nous parler des travaux menés à l'AFNOR dans ce cadre. Oui, donc depuis pas mal d'années maintenant, depuis notamment l'entrée en vigueur de la loi de 2005, on a démarré un certain nombre de commissions qui rassemblent, comme le veut la démarche normative, toutes les parties prenantes intéressées pour travailler avec nous. Et donc sur des domaines extrêmement variés, plusieurs commissions, on l'a écrit. Alors j'en ai listé quelques-unes sans pouvoir être exhaustif. Celle dont je m'occupe, qui s'occupe du cadre bâti, il y en a sur la voirie, il y en a sur l'accès à l'information, sur les transports, sport et loisirs, produits de consommation, etc., et y compris sur la manière de faire des normes pour nos autres collègues qui ne sont pas directement engagés. Donc quelques exemples de documents qui apparaissent là sur le fond bleu, qui nous concernent plus directement, qui concernent donc celui qui nous rassemble aujourd'hui, signalétique d'orientation et de repérage. Mais également, on a aussi publié dans le cadre de cette commission, un guide sur le diagnostic accessibilité à destination des maîtres d'ouvrage. Même si ça paraît un petit peu tard maintenant, enfin ça fait quelques années qu'il est sorti, mais on sait bien qu'il y a encore le problème du diagnostic est loin d'être traité partout. Un guide sur l'évacuation des personnes en situation de handicap dans les ERP, qui se retrouve donc un peu au confluent des problèmes d'accessibilité d'une part et de sécurité d'évacuation. Donc confrontation entre les exigences d'accessibilité pour tous et les conditions de sécurité portées par exemple par les pompiers. Et autre texte sur l'accessibilité des équipements. Donc des équipements, toutes sortes de machines. On a essayé de lister des exigences pour homogénéiser les pratiques à ce niveau-là. Et des normes, de vraies normes cette fois-ci, qui ont été faites sur les bandes d'éveil de vigilance, que tout le monde connaît, et les bandes de guidage, cette norme-là étant à sortir rapidement. Tous ces travaux s'intègrent, sont menés pour la plupart à l'AFNOR, dans un cadre français, mais sont aussi menés dans un cadre européen, voire international, ce qui ne facilite pas toujours les choses, mais qui offre une ouverture d'esprit sur ce qui se passe à l'étranger. Et beaucoup de pays européens ont aussi avancé sur ces problématiques. On pourra peut-être en reparler un petit peu par la suite. On va passer la parole à M. Bailly qui va nous parler un petit peu de ce qu'il vit au quotidien dans son métier. Pour vous donner le point de vue de l'architecte et plutôt répondre à la question comment s'intègre la signalétique dans le travail de l'architecte, dans un premier temps. Je voudrais faire un tout petit préambule en disant que les architectes n'étaient pas étrangers au chantier de l'accessibilité pour tous. D'abord par leur nature, puisque l'architecture nécessite la compréhension, la conception et la mise en forme des espaces, mais aussi qu'elle a pour objectif de répondre à la satisfaction d'usage de l'espace qu'elle concerne. Et d'autre part, les architectes, par l'organisation professionnelle, que ce soit le Conseil de l'Ordre ou l'UNSFA, ont toujours été répondu présents lorsqu'ils ont été sollicités depuis la réflexion sur les nouvelles dispositions à partir de 2004. Donc on n'est pas surpris de ce qu'on peut appeler un bouleversement par rapport à la signalétique. Ce qui change avec la signalétique qui nous concerne aujourd'hui, c'est vraiment une approche radicalement nouvelle. Traditionnellement, la signalétique, pour les maîtres d'ouvrage, mais aussi pour les maîtres d'œuvre, était un peu une question subsidiaire dans les constructions publiques. On peut dire qu'elle avait une vocation informative et que le travail sur la signalétique se limitait à des choix de situation, voire des choix esthétiques, donc de design d'objets. Avec l'accessibilité pour tous, on se trouve devant quelque chose d'une évolution radicale, comme je l'ai dit tout à l'heure, puisque la signalétique va prendre des formes multiples. Il faut intégrer des choses du domaine graphique, du domaine tactile, du domaine visuel, et du visuel statique, du visuel dynamique, et du domaine sonore. Donc on constitue un véritable environnement, on peut dire, un véritable projet dans le projet. Et tout cela doit être intégré à l'espace du bâtiment, et en fait, ça devient une composante à part entière de l'espace bâti, qui doit être aménagé en cohérence avec le reste. Quelles règles utiliser pour concevoir ? Bon, les architectes sont donc appelés à faire évoluer leurs pratiques pour intégrer cette approche dès la conception. Cela ne va pas se faire d'un coup de baguette magique et on mesure un peu les difficultés que l'on va avoir, d'abord à nous convaincre tous et ensuite à agir de manière raisonnable. Donc il va falloir qu'on développe la prise de conscience, l'information et la formation, la mise à disposition de produits, systèmes et méthodes, et là on va solliciter les fabricants,
et utilisation de nouveaux. Et tout cela dans l'esprit d'une évolutivité, parce que ces produits évoluent très vite et il faut intégrer les choses et pouvoir poser des choses, mais qui vont pouvoir évoluer assez rapidement, ce qui n'est pas simple. Donc les instances professionnelles essaieront d'accompagner pour faire en sorte de suivre cette évolution par l'information et la formation. Et puis j'aborderai peut-être la suite tout à l'heure dans un autre temps. D'accord, merci Monsieur Bailly. Voilà. Et on va passer la parole à Monsieur Laguillet qui va nous parler à nouveau, maintenant en rentrant plus dans le détail de la signalétique, des déficiences qu'il connaît particulièrement bien, qui sont la cécité et la malvoyance. D'accord. Donc il faut savoir que dans le monde du handicap visuel, vous avez deux grands éléments. Vous avez la cécité et la malvoyance. Donc la cécité, tout le monde peut se représenter ce que c'est. Hein, c'est les personnes aveugles. Donc quand il suffit de se bander les yeux ou de marcher dans le noir, on peut se rendre compte des difficultés qu'on peut avoir. Maintenant, la malvoyance est beaucoup plus mal connue ou plus mal perçue parce que c'est vrai qu'on ne les voit pas toujours, parce que beaucoup ne circulent sans canne blanche. Et donc, par contre, ils ont de très très grosses difficultés à cheminer et à trouver leurs repères. Donc, la malvoyance, c'est une altération des fonctions visuelles. Donc évidemment, moi je suis pas ophtalmologue, je suis pas médecin, donc je vais pas vous en parler. Par contre, ce que je vais vous présenter, c'est très rapidement, quelques éléments pour comprendre ce que c'est que la malvoyance. Il y a en grosso modo trois grands cas de malvoyance, même s'il y en a beaucoup plus, mais les cas les plus importants. Donc le premier, alors la première diapo, c'est on vous montre. Oui. On vous montre ici un cheminement classique dans une rue à peu près normale, encombrée avec un commerçant, encombrée d'arbres, encombrée de passants, avec des voitures en stationnement aussi. Vous avez des grilles également au niveau du pied des arbres. Et donc, pour une personne voyante, évidemment, il n'y a aucune difficulté à circuler, puisqu'on va pouvoir appréhender l'espace et pouvoir circuler sans aucun problème. On va pouvoir appréhender l'espace et puis, bien sûr, contourner les obstacles le cas échéant. Par contre, une des malvoyances, c'est la vision floue. Donc là, on voit tout de suite qu'avec la vision floue, on voit beaucoup plus mal. Et donc, c'est l'impossibilité de se déplacer en sécurité. On apprécie beaucoup moins les reliefs. Les reliefs disparaissent complètement. Et les distances par rapport à un obstacle. Donc là, on voit bien qu'avec une vision floue, on a déjà de grosses difficultés à cheminer lorsqu'il y a des obstacles en particulier. L'autre diapo, c'est la vision tubulaire. Donc, la vision tubulaire ou vision centrale. Donc là, c'est pareil, vous voyez à travers un petit trou, c'est-à-dire que la vision est très largement réduite à travers un petit trou. Donc, c'est une très grande difficulté de déplacement, évidemment, vous pouvez le comprendre. Souvent, là, par contre, les personnes sont équipées de cannes blanches. Et bien sûr, vous avez là, par contre, la possibilité de lire et conserver. Ils vont bien sûr avoir des difficultés, mais lire est relativement encore possible. Donc il faut qu'ils s'approchent bien sûr là, comme on parle de signalétique, il faudra qu'ils se rapprochent de la signalétique et ils pourront effectivement lire la signalétique, mais de très près. Enfin, la troisième diapo, c'est la vision périphérique, où là vous avez une grosse tache noire au centre et vous voyez plus qu'en périphérie. Donc là, la reconnaissance des visages est encore possible, mais c'est quand même très perturbé, ainsi que la lecture. La lecture, évidemment, là, pose de gros problèmes. Par contre, la possibilité de déplacement est conservée. Donc vous voyez qu'à travers ces trois exemples, la malvoyance, c'est un handicap visuel très important. Et la signalétique devra en tenir compte. D'où dans la loi, les contrastes, les couleurs, le relief, le braille. Le braille n'est pas dans la loi, mais nous, on le propose et on le demande souvent. Mais c'est vrai que tout ce qui est couleur, contraste, relief, ça on le retrouve dans la réglementation. Et donc, et c'est pour ça, c'est parce que à travers ces quelques exemples, ces trois exemples de malvoyance, y compris bien sûr la cécité, parce que la cécité reprend également le relief et le braille s'il est présent. À travers ces trois exemples de malvoyance, on voit bien les difficultés que peuvent avoir des personnes qui circulent dans un bâtiment, qui circulent à l'extérieur, à l'intérieur, et de repérage et de guidage.
Évidemment, il n'y a pas que la signalétique est vaste, on en parlera bien sûr tout à l'heure, mais c'est aussi tout ce qui est sonore, tout ce qui est tactilo-visuel, etc. Donc qui est aussi bien horizontal que vertical qui rentrera en ligne de compte pour la malvoyance et la cécité. Voilà. Merci, Monsieur Laguillet. Et maintenant, si vous voulez bien, je vais moi-même vous parler de quelques retours d'expérience avant d'attaquer le guide, pour vous montrer en quoi le guide est utile après. On va vous parler de quelques retours d'expérience des professionnels de la signalétique. Alors, il faut savoir que, en général, les maîtres d'ouvrage dépensent beaucoup d'argent pour une signalétique dite accessible ou qui se veut accessible, mais qui n'est pas forcément efficace. Et nous allons vous montrer quelques exemples. Il faut savoir aussi que la plupart du temps, la signalétique n'existe pas comme un art aux yeux des professionnels. Ce n'est pas comme la plomberie, ce n'est pas comme l'électricité, ça n'existe pas. Il n'y a pas ou quasiment jamais d'appel d'offres de signalétique intérieure. C'est assez rare parce que ce n'est pas reconnu en tant que tel. Et pourtant, cela représente beaucoup de travail puisqu'il faut étudier les flux dans le bâtiment. Il faut penser à la continuité du cheminement. Il faut penser que quelqu'un qui rentre, il faut qu'il aille au bout et qu'il ressorte. S'il est handicapé, hein, je parle des handicapés, puisque pour les autres, c'est bien connu, on sait ce qu'il faut faire. Il faut définir les grandes directions possibles dans un bâtiment. Il faut définir les indications de détail qui sont souhaitables ou pas souhaitables. Et ensuite, passer en revue l'accessibilité des choix opérés de façon à obtenir une meilleure qualité d'usage. Parce que dans la plupart des cas, on dépense beaucoup d'argent et ce n'est pas forcément vraiment adapté. Et c'est dommage. C'est dommage parce qu'on pourrait faire beaucoup mieux avec beaucoup d'argent. Et c'est ça l'objet de notre guide, c'est d'aider les acteurs du bâtiment, du cadre bâti, c'est le cadre dans lequel nous travaillons à l'AFNOR, à utiliser du mieux possible l'argent sans trop se poser de questions sur ce qu'il faut faire ou ne pas faire en suivant ce guide de bonne pratique. Alors on peut voir quelques exemples. Quelqu'un dans la salle risque de ne pas être très content, mais bon, je m'en arrangerai avec elle après. La photo de gauche, c'est une photo dans une gare, on va dire, qui n'est pas forcément celle-là, parce qu'il y en a d'autres. Il y a d'autres endroits où c'est pareil. Elle est ancienne en plus, mais bon, on est obligé d'aller chercher les photos dans des documents anciens pour retrouver des choses anormales. Voilà une gare où il y a une paroi en verre qui n'est pas marquée avec des adhésifs suffisamment contrastés, si bien que celui qui est malvoyant ne va certainement se payer la vitre tant qu'il n'a pas fait l'expérience. De la même manière, sur la diapositive, sur la photo numéro 2, la centrale, on voit que la porte de gauche est une porte qui conduit à l'accueil. Ce n'est pas éclairé. Et vous ne le voyez pas sur la photo, mais il faut savoir que l'image claire au fond, c'est une paroi vitrée, avec un vide derrière. Et enfin, la photo de droite, c'est une photo qui montre un peu, en matière de signalétique, ce qu'il ne faut pas faire, parce que c'est touffu. Alors, vous n'arrivez pas à lire, moi non plus, vous inquiétez pas. Mais c'est tellement touffu qu'on ne sait pas très bien ce que ça représente. Il y a des flèches partout, des écritures qui sont petites, qui sont sur une paroi en verre. Donc, ce n'est pas contrasté, ce n'est pas lisible pour quelqu'un qui est malvoyant ou peu voyant. Voilà, par exemple, dans le tactile ou le pododactyle, à gauche, en bas à gauche, une photo avec un fauteuil roulant et une canne blanche qui est plutôt bien. Au centre du braille, à une hauteur où quelqu'un peut lire le braille, et en relief, sans doute aussi. Ah, j'ai appuyé par erreur sur le... Alors, où est-ce qu'il est? Oui, la flèche. Elle est partie, la flèche. Voilà. D'accord. Excusez-nous pour ce petit contretemps. Alors, on va y retourner. Il était ouvert? Ah. Je le referme alors. Voilà. Excusez-nous. L'ordinateur est très capricieux et sensible. Et il n'obéit pas à la première commande. Ça, c'est malheureux pour un ordinateur. Donc, nous avons après quelques exemples de bonnes pratiques. Nous étions sur le relief et le braille. Et à droite, une combinaison, la photo de droite, que l'on vous a... Là, c'est la précédente. Une photo qui vous montre
et qu'on ne voit pas là, qui vous montre donc une bande de guidage et du relief sur une porte de WC. Mais ce sont des bonnes pratiques. Voulez-vous, Monsieur Bailly, parler de vos bonnes pratiques ou vous le prendrez? J'enchaîne. Donc j'enchaîne avec le guide. Alors, ce guide est sur la boutique AFNOR depuis 48 heures. Il est disponible. Il s'appelle BP 96104. Il a un titre qui est un peu difficile, mais qui explique bien de quoi il s'agit. Accessibilité aux personnes handicapées, signalétique de repérage et d'orientation dans les établissements recevant du public. Nous nous intéressons aux médiathèques, aux mairies, aux banques, aux commerces, etc. Nous ne nous occupons pas des logements. Et dans ce guide, alors j'ai droit à quoi là, derrière? Voilà. Je vous passe la main. Monsieur Gossorg va vous présenter un peu la façon dont a été conçu ce guide. Oui, donc dans ce guide, on considère en matière d'accessibilité que nous sommes dans un environnement qui varie très vite. Donc on a pris le parti non pas de publier une norme qui aurait un côté un peu rigoriste et un peu difficile, ça serait sans doute un petit peu tôt, mais de publier un document qui s'appelle un guide de bonne pratique. Donc c'est une démarche, comme on l'a écrit, de boîte à outils. C'est-à-dire qu'on propose un certain nombre de solutions sans viser l'exhaustivité et permettant à chaque maître d'ouvrage, à chaque signaléticien de trouver lui-même, de choisir lui-même les solutions les plus adaptées. Donc les objectifs, c'était bien effectivement de proposer des solutions pour la meilleure autonomie de tous, personnes handicapées comme valides, tout au long de la chaîne du déplacement, donc tous les mots ont leur sens. La chaîne du déplacement, évidemment, doit être complètement traitée. Et le fait de traiter toutes les personnes handicapées comme valides induit aussi toutes les personnes qui ont des handicaps, j'allais dire partiels, comme Philippe l'évoquait pour les malvoyants. Il y a aussi des malentendants qui ne sont pas sourds. Il y a aussi des personnes qui sont fragiles psychiquement et qui ont besoin d'avoir un environnement aussi confortable que possible. Donc ce document a été élaboré sur proposition du SINAFEL, donc le syndicat des signaléticiens, et élaboré par un groupe de travail dans la commission sur l'accessibilité dans le cadre bâti. Groupe de travail dans lequel on retrouvait des associations de personnes en situation de handicap, on retrouvait des industriels, des maîtres d'ouvrage, et notamment la RATP, on retrouvait les pouvoirs publics et pas mal d'experts. Donc une démarche aussi constructive que possible, avec la recherche toujours d'un consensus, une solution qui convienne à tous. Et bon, les destinataires, évidemment, vous êtes tous dans les destinataires, je suppose, c'est-à-dire aussi bien industriels, maîtres d'œuvre, maîtres d'ouvrage, vous tous qui avez besoin de solutions pour faire avancer les choses. On va peut-être donc rentrer un petit peu dans le guide lui-même. Alors, bon, pour faire quelque chose d'un peu plus visuel, on n'a pas présenté le guide lui-même pour l'instant. Les grands chapitres qu'on va balayer, le concept ODII, qu'on va préciser tout de suite, la signalétique visuelle, la signalétique haptique, le guidage podotactile, le guidage auditif et puis l'aspect multisensoriel. Le concept ODI, après tout, je vais peut-être vous le laisser. Alors, en 4 mots, orienter, diriger, informer, identifier. Je n'ai plus rien à ajouter. Bon. C'est simple, mais c'est très compliqué. Car il faut penser à ces 4 concepts lorsqu'on fabrique une signalétique. Il s'agit d'orienter, de diriger, informer, identifier. Quand on dit diriger, c'est aussi diriger vers l'entrée, mais vers la sortie. Voilà, et donc nous avons développé ce concept ODI, et dont vous voyez quelques exemples là, qui sont des exemples de signalétique extérieure, mais en proximité du bâtiment. C'est ça qui... Voilà. Donc, je vous repasse... Alors, là que ça recommence. Bon, on va aborder rapidement la signalétique visuelle, donc pour ne pas perdre trop de temps. Donc les recommandations que le guide formule sur ce sujet, d'abord, qui est assez largement traité. D'abord, évidemment, l'objectif, c'est de faciliter la compréhension par tous et par toutes les personnes atteintes de handicap cognitif, les personnes âgées qui évidemment sont largement concernées par les problèmes de signalétique.
avec des aspects majeurs qui sont le choix des mots, le lettrage, les dimensions, les couleurs, les symboles. L'utilisation des pictogrammes est évidemment un point très important. Les supports de signalétique également, et le traitement des surfaces vitrées qu'on a évoqué, protection contre les accidents, avec un message relativement... Oui, il faut le remettre. Oui. Voilà. Avec évidemment recherche, tout un tas de conseils excessivement pratiques, puisque c'est vraiment le leitmotiv qu'on a essayé de donner. Donc avec des polices adaptées, des messages aussi concis que possible, d'éviter des phrases trop longues, l'utilisation des majuscules et des minuscules, qui a son importance aussi, l'espacement des caractères, les symboles, la qualité des supports utilisés également, pour éviter l'éblouissement, pour éviter les reflets. Donc voilà, toutes sortes de choses qu'on ne va pas évidemment détailler pour l'instant, mais qu'on vous invite à retrouver dans le projet. Alors là, vous avez par exemple une photo d'une signalétique d'intérieur qui n'est pas très explicite parce que les pictos sont tout petits, c'est très compliqué, les flèches ne sont pas au bon endroit, la flèche est à gauche, il faudrait mieux la mettre à droite, c'est ce que nous recommandons par exemple dans le guide, de mettre toujours les flèches du côté où on doit aller. Donc la flèche pour aller à droite doit être à droite et la flèche pour aller à gauche doit être à gauche. Et non pas là comme ça, comme c'est fait sur cette photo. Là c'est très, très impliqué. Donc on explique tout ça dans le guide, dans le détail. Nous avons préféré aujourd'hui ne pas vous montrer des pages du guide, mais on pourrait, si on a le temps, vous les montrer. Elles sont sur la clé, sur l'ordinateur, sur la clé USB. Ça pourrait être intéressant si nous avons le temps. Mais pour l'instant, nous souhaitions nous contenter de l'essentiel. Et puis on laissera une question. Alors il y a la signalétique haptique. Alors haptique, c'est un mot très bizarre pour certains d'entre vous. Cela désigne la science du toucher. Cela désigne la science du toucher et cela désigne en signalétique une zone que nous définissons dans le guide comme étant entre 90 cm et 1,30 m de haut, qui est la zone où les gens qui ont besoin de toucher, parce qu'ils n'y voient pas, parce qu'ils savent lire le braille et ils cherchent du braille, vont essayer de le trouver. Donc si vous sortez de la zone, en dessous ou au-dessus, ils risquent de ne pas le trouver. Vous avez à droite, sur la photo qui est présentée, là, un exemple. Alors cet exemple est encore mieux, je vais vous le décrire encore un peu mieux. Voilà un exemple. Si ce document-là, si cet élément-là se trouve à 1,10 m du sol, c'est parfait. Et en plus, vous voyez là-dessus un petit profil qui est incliné à 30 degrés sur lequel est inscrit le braille et ça permet à quelqu'un qui lit le braille de le lire sans fatigue et de façon tout à fait naturelle. Au lieu de le lire soit horizontal, soit vertical, ce qui est beaucoup plus difficile. Vertical, c'est très difficile de lire du braille. Alors tout le monde ne lit pas le braille, certes, mais ceux qui le lisent, pourquoi les en priver ? Et il faut donc que ce soit accessible. C'est pour ça qu'on parle de zone haptique. Alors nous avons beaucoup travaillé et décrit ce concept-là dans le guide. Oui, je vous en prie. Juste une petite chose sur le braille. Effectivement, tout le monde ne lit pas. Mais il faut savoir quand même que la majorité des personnes aveugles, il y a deux types de braille. Il y a le braille de lecture, c'est-à-dire que les personnes qui vont lire le braille facilement, c'est-à-dire qui vont prendre un bouquin et qui vont le lire du début à la fin, qui vont l'écrire aussi. Et puis vous avez le braille utile. C'est-à-dire que beaucoup d'aveugles, chez eux, vont produire un peu de braille pour étiqueter leurs médicaments, pour étiqueter leur boîte de conserve, pour étiqueter leurs CD, leurs DVD. Et c'est ce qu'on appelle le braille utile. Donc, le peu de braille qu'on peut mettre sur de la signalétique, même si on en met un peu, que ce soit un numéro, que ce soit un chiffre, il va être repéré et il va être surtout pouvoir être utilisé. Donc, la majorité des personnes aveugles vont pouvoir l'utiliser. Donc, c'est pour ça que nous, on préconise le braille en signalétique également. Alors je voulais préciser aussi que le braille, il est recommandé, et dans le guide nous le recommandons, nous expliquons comment il faut faire en plus, il est recommandé de le doubler par du relief. Car il est très facile pour quelqu'un d'arriver à détecter au toucher un chiffre, une lettre, un sigle, un symbole, un logo. Pour quelqu'un qui est habitué, c'est très facile. Donc il est recommandé de doubler avec du relief. Oui. C'est le relief qui est doublé par le braille, me dit le spécialiste. Il a raison, bien sûr. Après, nous avons les pieds qui peuvent parler aussi, voilà, ou les cannes.
Nous avons beaucoup discuté pour savoir si les cannes étaient pododactyles ou tactiles. On en discute encore. Je vais passer la parole, mais nous ne parlons pas de ce concept-là maintenant. Non, on ne rouvrira pas la discussion devant tant de monde. Certainement pas. Donc guidage podotactile, effectivement deux grands chapitres que sont les bandes d'éveil de vigilance qui sont déjà largement installées au moins à l'extérieur, qui peuvent être également installées, et il est même recommandé, on recommande dans le guide de les utiliser pour avertir d'un risque de chute, en haut d'un escalier par exemple. On les retrouve au bord des quais évidemment. C'est normalisé, donc il y a une norme actuellement qui existe qui est la NFP 98-351 qui fixe les règles. Et la même commission a travaillé également sur la normalisation des bandes de guidage. Donc la norme est actuellement en enquête publique. Le projet de norme est terminé et il est actuellement en enquête. Vous pouvez y accéder sur le site de l'AFNOR si vous le souhaitez. Donc bandes de guidage qui sont également un mode intéressant pour aider à l'orientation évidemment, spécialement dans un espace vaste comme le salon par exemple où il y a des bandes de guidage ici. Dans un hall, dans un aéroport, un parking, etc. Et qui permettent de localiser d'une part les points importants, d'amener les malvoyants aux points importants et de signaler les changements de direction possibles. Donc voilà, c'est la norme P98-352 qui va traiter de ça, donc à la fois des problèmes de matériaux, de taille, d'implantation. Et c'est aussi quelque chose ça a été un sujet long et difficile pour élaborer cette norme, avec de nombreux participants, tous les fabricants de matériaux, qui ont forcément des intérêts à défendre sur ce genre de sujet. Merci. Alors nous arrivons à un autre aspect qui est l'aspect du guidage auditif, parce que la signalétique, elle peut être bien sûr visuelle, mais aussi sonore. C'est aussi de la signalétique, ça fait partie de la signalétique. Ça sert à orienter, diriger, informer et identifier de la même manière, exactement de la même manière. Vous verrez tout à l'heure sur le schéma qu'on va vous présenter, car dans le guide, il y a 7 schémas, je crois, qui sont extrêmement descriptifs, qui sont des exemples où l'on montre très bien tout ça. Donc les balises audio font partie du paysage de la signalétique, quand on veut parler signalétique accessible. Donc elles permettent de localiser, d'identifier et de donner éventuellement des informations utiles, car il existe aussi des balises qui parlent au téléphone, qui sont capables, qui sont intelligentes, qui savent parler au téléphone, aux smartphones et autres téléphones de ce style-là, et expliquer, comme un audio guide si vous voulez, sauf que c'est le téléphone, il n'y a pas besoin d'autre chose, lorsqu'ils ont été téléchargés, lorsqu'on a téléchargé une application. Mais la balise de base, c'est une balise sonore avec un haut-parleur qui va à l'entrée d'un bâtiment ou à l'intérieur du bâtiment, dire où on est et où il faut aller pour trouver l'accueil, pour trouver les toilettes éventuellement, ou l'ascenseur. Peut-être pas les toilettes, mais l'ascenseur. Je dirais que ces balises sonores sont très bien. Dans des grands halls, il faut les adapter à l'espace dans lequel elles se situent, de façon à ne pas troubler l'ordre, j'allais dire public, mais l'ordre du bâtiment. Donc de temps en temps, il vaut mieux utiliser des balises plus discrètes et plus indépendantes. De toute façon, ces balises sont toujours activables avec une télécommande universelle, par définition, sur la fréquence classique que je ne vais pas citer là, parce que je ne suis pas sûr de me souvenir des chiffres exacts. Elles sollicitent donc le sens de l'ouïe et elles doivent être placées au droit des éléments à repérer. Alors j'ajoute là aussi, dans l'auditif, parce qu'on n'en a parlé nulle part dans cette présentation, qu'il y a aussi un aspect qui est lié aux sourds. Il faut une signalétique pour les sourds, qui ne peuvent pas entendre facilement, qui lisent certes comme tous les valides, mais qui ne peuvent pas entendre un certain nombre de choses. Donc on recommande à certains endroits d'avoir des boucles magnétiques qui permettent aux sourds équipés d'un appareil auditif d'activer la fonction qui leur permet d'entendre en direct dans leur appareil la personne qui est en face d'eux ou les haut-parleurs éventuellement. Il faut savoir que le ministère récemment nous a informé qu'il allait demander la multiplication de ces boucles magnétiques et a demandé à l'AFNOR de préparer une norme prochainement qui sortira d'ici 18 mois ou 2 ans, je ne sais pas, dont Eric pourra vous parler tout à l'heure éventuellement. Voilà pour le guidage auditif.
Et nous arrivons au guidage multisensoriel. Vous voulez... Qu'est-ce qui veut parler du guidage multisensoriel? Alors là, c'est une combinaison d'éléments, si vous voulez. Vous voulez prendre le manche, Eric? Non, je sais pas. Donc c'est une combinaison d'éléments visuels, tactiles et auditifs, éventuellement. Et ça permet de donner des informations d'orientation parce qu'on y met du relief, très facilement, du braille et éventuellement du sonore. C'est très intéressant à condition que ce ne soit pas touffu. Donc nous vous recommandons de vous adresser à des spécialistes pour que ça soit utile. Si vous voulez, si ce n'est pas utile, ça ne sert à rien, c'est dépenser de l'argent pour rien. Donc si vous adressez à un spécialiste, il va vous empêcher d'en mettre partout, de dépenser beaucoup d'argent pour un résultat qui ne sera pas forcément de bonne qualité d'usage. Et c'est assez important pour ne pas brouiller le message que l'on veut diffuser au travers de ce plan. Donc il faut que ce soit simple, didactique, relief, braille et éventuellement sonore. Sonore conduit à des coûts un petit peu plus élevés, mais le braille et le relief, c'est très simple. C'est très très simple, on utilise plusieurs matériaux, on combine ça et ça fait du relief et en plus c'est très joli. Alors ils doivent être implantés au point clé du bâtiment et en général d'ailleurs on les repère avec des bandes de guidage de façon à ce que les gens malvoyants ou non-voyants arrivent avec le pododactyle jusqu'à ces dispositifs. Alors évidemment, il faut penser, c'est un peu lourd parfois, il faut penser à ce qui soit actualisable et qu'on puisse les actualiser parce que les choses changent dans des bâtiments publics. Enfin, voilà, nous arrivons au schéma qui sont le reflet de tout ce qui est écrit avant. Alors ce guide comporte une quarantaine de pages. Sur ces 40 pages, il y a beaucoup de... On aura le temps, je pense, tout à l'heure de vous en montrer quelques pages. Il comporte beaucoup de choses pratiques, des dimensions, des polices à utiliser, des polices de caractère à ne pas utiliser, tout un tas de choses qui sont essentielles, absolument essentielles, pour concevoir une bonne signalétique accessible. Alors, ces schémas vous donnent un aperçu de ce que l'on peut espérer dans un bâtiment. Nous sommes partis de l'extérieur du bâtiment et vous voyez à gauche de l'écran, vous voyez en bas à gauche, dans la légende, des étoiles. Nous avons conçu ces schémas, après moult discussions, avec 2 niveaux de qualité d'usage. Un premier niveau de qualité d'usage qui est avec une étoile. Donc tous les dispositifs que vous voyez avec une flèche sont agrémentés soit d'une étoile, soit de 2 étoiles. Et en plus, nous avons incorporé dedans, dans le texte, si je prends par exemple au centre, au-dessus de la mairie, enseigne de façade contrastée, il y a une étoile, et à l'intérieur des parenthèses, vous pouvez aller voir le paragraphe 5.1 du guide, qui vous explique ce que c'est qu'une enseigne de façade contrastée et comment elle doit être conçue. Donc ça vous permet de faire la liaison immédiatement entre un schéma, le concept que vous voyez sur le schéma, et la manière de faire. On n'a pas besoin de chercher les pages. C'est très pratique, très, très, très concret, très facile. Alors le premier niveau de qualité d'usage englobe toute la partie légale. Tous les arrêtés, les circulaires, tout ça est incorporé là-dedans, dans la qualité de niveau 1. Aux obligations réglementaires, nous avons ajouté en commission quelques éléments supplémentaires, quelques dispositifs supplémentaires qui donnent ce niveau de qualité d'usage 1 que le ministère qui a participé largement à nos commissions a validé comme étant la qualité d'usage minimum que l'on peut espérer dans un établissement recevant du public. Quant à la qualité avec 2 étoiles, c'est la qualité d'usage supérieure, on va dire, qui comporte quelques dispositifs supplémentaires qui ne sont pas très onéreux, mais qui permettent de différencier vraiment un bâtiment d'un autre avec une qualité d'usage, j'allais dire, parfaite. Voilà, alors là, vous avez un plan multisensoriel, vous avez une enseigne de façade, vous avez une borne, une balise sonore à l'entrée, vous avez le contraste sur les portes vitrées, vous avez le guidage au sol. Et si je continue, les schémas, vous avez, voilà, on rentre dans le bâtiment et on arrive à l'accueil dans le bâtiment. Vous arrivez à l'accueil, vous avez une enseigne sonore, une balise sonore au-dessus de la porte. Vous avez une bande de guidage qui vous amène à l'accueil.
Alors il faut vous voyez que les bandes de guidage aujourd'hui, elles doivent être à chaque point d'intérêt et à chaque point, c'est dans la prochaine norme je crois, hein, à chaque intersection et à chaque point d'intérêt, elles doivent être marquées, le site doit être marqué par un carré en bande de guidage avec au centre du carré le même revêtement au sol qu'à l'extérieur du carré, que dans le bâtiment lui-même, de façon à ce que les personnes qui utilisent aient cette perception. Donc là, vous arrivez à l'accueil, vous avez une balise communicante, vous avez une boucle magnétique pour les malentendants, vous avez une signalétique contrastée, bien sûr, parce qu'elle doit être contrastée, vous avez à droite un plan multisensoriel, et vous avez le plan multisensoriel faisant partie de la qualité d'usage numéro 2, de haut niveau, et vous avez aussi quelque chose d'ailleurs dont on ne parle quasiment pas dans notre guide, mais qui figure sur ce schéma, qui s'appelle une douche sonore, figurez-vous. C'est une information sonore directionnelle. Donc quand on s'approche du plan multisensoriel, on a une activation par le haut d'une balise qui est localisée. Vous voulez rajouter quelque chose, non ? Ensuite, vous rentrez dans le bâtiment. Alors là, on descend d'un étage à un autre. Nous parlons dans le bâtiment des étages, enfin des circulations horizontales et des circulations verticales, donc en montant ou en descendant, ou à l'horizontale sur un même niveau. Et vous avez là l'entrée d'un escalier qui descend, où vous avez une obligation légale qui est de mettre une bande d'éveil à la vigilance. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il n'y a pas d'étoile, parce que celle-là, elle est absolument fondamentale si on ne veut pas que les malvoyants se cassent la figure dans l'escalier. C'est absolument essentiel, y compris pour les gens qui sont très peu malvoyants. C'est très important, pour les gens âgés en particulier, parce que notre société vieillit beaucoup. Les gens âgés, c'est très important parce que ça les alerte. Le guidage au sol avant, et bien sûr, pour une qualité d'usage meilleure, un manchon avec du relief et éventuellement du braille sur la rampe d'escalier qui permet au malvoyant qui se tient de sentir qu'il y a quelque chose et de le lire, de voir où il va, sur une voie SNCF, sur un bâtiment administratif, sur le niveau 1, sur le niveau 2. Voilà, et toujours une signalétique au centre, une signalétique contrastée. Le contraste, pour les malvoyants, est quelque chose d'absolument essentiel. Vous êtes dans le bâtiment, et là, vous êtes dans la partie que nous avons vue tout à l'heure, avec une porte, une douche sonore, et puis un directionnel qui vous envoie dans une zone plus tard. Et vous voyez sur la droite, 4 traits horizontaux qui balayent tout le schéma, et qui montre justement la zone haptique, 900 mm, 1300 mm, donc 90 cm, 1,30 m. Voilà la zone haptique, là où on doit mettre de préférence le braille et le visuel et le relief, si l'on veut qu'il soit efficace. Au-dessus, vous avez la zone visuelle de proximité, 1300, 1600, et au-delà, il est recommandé de ne rien mettre, et tout ce qui est suspendu ou accroché au mur qui dépasse doit être au-delà de 2,20 m, de façon à ce que même les grands ne se cognent pas. Et cette disposition, qui est très connue, si vous voulez, des signaléticiens, nous cherchons, nous les signaléticiens, à la divulguer dans le public de façon à ce que ce soit toujours comme ça. Voilà. On a parlé dans ce guide, si vous voulez, on verra ça tout à l'heure, de la structure et de la cohérence du message, des abréviations à utiliser, à ne pas utiliser, des typographies et des polices, des contrastes, des couleurs, des dimensions des polices, des espacements de caractères, des hauteurs de pause, nous venons d'en parler, des niveaux d'équipement, 1 ou 2 étoiles, donc conformité à la loi, l'accessibilité et la qualité d'usage. Et vous voyez, c'est toute cette confusion qui sortait des circulaires, des arrêtés et des différents documents, nous avons essayé de rassembler tout ça pour en faire un document logique, simple, facile d'utilisation. Alors là, on atteint, je ne voulais pas aller jusque-là. Peut-être, M. Bailly, vous pouvez nous faire un petit retour sur... C'était un peu... Oui, si vous voulez, moi c'était un petit peu une conclusion. C'était pour revenir sur que faut-il... Comment ? Là, voilà, oui. Que faut-il pour aborder la signalétique de l'accessibilité pour tous ? Pour revenir sur l'approche globale qui me paraît complexe. Donc le faire de manière assez simple. Donc il faut savoir identifier les besoins et apprécier
les situations d'usage. Fixer les objectifs à atteindre, répondre dans une approche globale en intégrer au projet. Et par là, on peut céder des guides normatifs, en effet, et ce guide est un premier pas vers quelque chose de plus important que je crois nécessaire. On peut aussi se servir des références des bonnes pratiques. Ensuite, il faut choisir les produits et les systèmes les mieux adaptés en intégrant une réalité fortement évolutive. Ça, il faut toujours l'avoir en tête, puisque les choses évoluent très vite, on l'a vu déjà. Et puis, il faut éviter aussi la surenchère, parce que trop de signaux nuit à la signalétique. À partir du moment où on va saturer l'espace de signes, on risque d'avoir une réelle incompréhension dans l'espace. Pour généraliser cette approche au plus grand nombre, il nous faudra informer et former, et ça, ce sera quelque chose d'un peu compliqué, et nous ne pourrons le faire seuls, et nous aurons besoin de l'expertise des maîtres d'ouvrage, des fabricants, des usagers et utilisateurs. Et dans ce cadre-là, je crois qu'il faudrait réellement voir l'éclosion d'un réel esprit de filière, qu'on a pu voir dans d'autres domaines de l'industrie et de la fabrication. Donc tout cela pour disposer des retours d'expérience et d'exemples, pour faire émerger de nouveaux produits et des systèmes, pour finaliser les méthodes d'approche et pour communiquer les résultats. La réussite de la signalétique, de l'accessibilité pour tous, est à ce prix. Si nous n'avons pas cette dynamique, nous en resterons à une approche fortement normative de collage de produits et nous aurons manqué quelque chose. Et un peu en conclusion, pour moi, je voulais vous soumettre une réflexion, mais à midi, c'est peut-être un petit peu compliqué, sur la dimension de la signalétique comme une couche de lecture du projet architectural. Je pense que la signalétique renseigne le projet et en facilite la compréhension. Peut-elle aller jusqu'à le mettre en scène? Et en cela, si elle met en scène le projet architectural, c'est une nouvelle couche de lecture du projet. Je pense à des éléments de signalétique, par exemple, qui sont eux-mêmes des éléments de la lecture architecturale. On peut parler des tuyaux de Beaubourg, par exemple. Ce sont des éléments de signalétique. On peut parler aussi des numéros géants sur certains projets sur les portes, qui sont des éléments de signalétique et qui sont l'architecture, qui sont une couche de lecture de l'architecture. C'est en cela que je voulais vous soumettre cette réflexion. Ça veut dire que par là, la signalétique de l'accessibilité pour tous pourrait nous faire découvrir une nouvelle dimension même de l'architecture. Je vous repasse la parole. Oui, alors nous voulions vous montrer un petit peu quelques pages du guide avant d'aller à des questions. Il ne s'agit pas de lire le texte, là, si vous voulez. C'est juste pour vous montrer, je vais le dérouler très vite, pour vous montrer comment il est constitué, et non pas pour lire le texte, car ça n'a pas d'intérêt dans une salle comme celle-là, avec les écrans que nous avons. Donc tout ça, c'est la partie... Alors je dois dire que tous les schémas qui figurent dans ce guide, je le dis parce que j'ai vu mon collaborateur tout à l'heure, ont été faits par un de mes collaborateurs qui s'appelle Benjamin, et donc vous pouvez aller serrer la main sur le stand, il sera ravi. Il a beaucoup travaillé pour faire ces schémas. Voilà, si vous voulez, ici on retrouve le sommaire où l'on voit les lettrages, les supports, les surfaces vitrées, haptiques, motifs en relief, braille, pododactyle, auditif, etc. Et je déroule très vite. Donc au départ, il y a quelques définitions, quelques normes qui sont annoncées. Et puis vous arrivez à des tableaux qui permettent simplement, si vous voulez orienter, diriger, informer, identifier, de trouver les supports qui conviennent. Pareil, dans l'autre sens, si l'on veut faire du visuel, du tactile, du pododactyle, on trouve à quoi ça sert. Et on arrive à des choses beaucoup plus pratiques, tout de suite. Il ne faut pas écrire service communal et intercommunal du cadastre, mais cadastre. Ce sont des choses qui paraissent évidentes quand on les écrit comme ça, mais quand on fait sa signalétique, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident du tout. Pareil pour les niveaux. Très souvent, il y a des mezzanines. Alors on parle de rez-de-jardin, de mezzanine, de niveau 1, de niveau 2. Il faut être très clair, on parle en niveau. Il y a des rez-de-chaussée et des niveaux. Il n'y a rien d'autre parce qu'un rez-de-jardin pour un étranger ou pour quelqu'un qui a des difficultés cognitives, ça ne veut rien dire. Rien du tout. Ou le rez-de-rue, ça ne veut rien dire. C'est niveau 1, niveau 2, niveau 3. Point final. Voilà, pareil,
si vous voulez, la simplicité de ce que l'on doit écrire. Alors tout ça, ça vous paraît complètement béotien, mais on voit quelque chose, des choses un peu extraordinaires. Ici, on vous parle de polices d'écriture qui ne sont pas toutes équivalentes. Donc on recommande un certain nombre de polices. Vous verrez ça dans le détail ici, lorsque vous aurez acheté le guide. Voilà des polices, si vous voulez, à gauche, en rouge, qu'il ne faut pas utiliser parce qu'elles sont trompeuses, avec des patins, par exemple, des polices à patins ou des polices avec des pleins et des déliés assez fins. Les gens qui ont des difficultés à lire ont besoin d'avoir ce qui est écrit, la manière dont c'est écrit à droite. Toujours des mots avec des majuscules, chaque mot avec une majuscule, et des écritures grasses et simples. Toujours des accents sur les majuscules. Voilà des polices, si vous voulez, à gauche qui ne conviennent pas, parce qu'elles sont trompeuses pour quelqu'un qui va lire différemment. Par exemple, le 3 va être lu comme un 8 par quelqu'un qui est malvoyant. Alors qu'à droite, le 3 et le 9 sont bien différenciés, ils ne seront pas lus, pris l'un pour l'autre. Donc la typographie a beaucoup d'importance. On vous permet de déterminer la taille des lettres en fonction de la distance à laquelle vous les vivez, vous les lisez. Tout ça est d'ailleurs normalisé, je dois dire, enfin standardisé, pardon, plus que normalisé. Ensuite, vous avez les couleurs qu'il faut utiliser ou ne pas utiliser. En France, le rouge est dédié, comme vous le savez, aux interdictions, le bleu aux obligatoires, etc. Ici, vous avez une table de contraste. Ça, c'est quelque chose qui est essentiel. Nous avons beaucoup débattu en commission pour savoir s'il fallait le mettre ou pas le mettre. Mais c'est capital à nos yeux de signaléticiens, parce que ce n'est pas évident à tout le monde qu'un jaune, un orange sur un jaune va donner quelque chose de bon. Et en fait, un orange sur un jaune donne quelque chose de très moyen. Donc vous avez un coefficient et on vous dit là-dedans qu'il faut que le coefficient dépasse, je ne sais plus combien exactement, mais on vous le dit dans le guide. Voilà, des contrastes à gauche pas très bons et à droite bien meilleurs. Voilà ici la flèche, comme nous l'avons vu tout à l'heure, à droite. Ici, des surfaces, éviter les surfaces réfléchissantes. Des bandes sur les parois vitrées et des bandes suffisamment explicites de façon à ce qu'on les voit quand on est un enfant ou qu'on est un adulte. Ici, une petite explication sur le braille et ce qu'il faut faire et ne pas faire. Pareil derrière sur le relief, là où il faut le mettre, là où il ne faut pas le mettre. Les dispositions, donc, à nouveau, la zone haptique, la zone visuelle de proximité et la zone visuelle éloignée. Les différents dispositifs dont nous avons parlé tout à l'heure. Voilà, je ne rentre pas plus dans le détail. Et après, vous avez les schémas du fameux Benjamin. Voilà. Des plans multisensoriels. Voilà. Eh bien, si personne, est-ce que les conférenciers ont quelque chose à rajouter? Je vous en prie. Juste une petite chose à rajouter. On a évidemment beaucoup parlé du handicap visuel, mais il faut savoir que quand on travaille pour le handicap visuel, on travaille aussi pour le handicap mental et intellectuel. Donc tout ce qui est couleur, contraste, c'est très demandé par les associations de personnes handicapées intellectuelles et mentales. Et l'UNAPI est très attachée à ça. Et donc je crois que quand on travaille de toute façon pour l'un, on travaille aussi pour les autres. Et voilà, ce sera mon petit mot de conclusion pour ma part. Eh bien, nous serions très heureux de répondre à des questions, s'il y a des questions. Et je ne sais pas qui est chargé de transporter l'appareil qui permet de se faire entendre. Apparemment, il n'y a personne, donc c'est moi qui vais m'en occuper. Merci, madame. Merci. Bonjour. Je voulais demander par rapport à les pictogrammes. Je sais qu'il y en a des pictogrammes, ça existe, les pictogrammes normalisés, donc les normes ISO, et les pictogrammes qui ne sont pas normalisés. Et après, il y a question aussi entre les pictogrammes par rapport à différents handicaps, parce que je sais pertinemment qu'en Angleterre, l'handicap mental n'est pas du tout affiché de même sorte qu'en France. Et d'ailleurs, moi, personnellement, je trouve le logo pour handicap mental en France complètement flou et très peu compréhensible.
Voilà, donc qui en est-il? Est-ce que les préconisations AFNOR, ils parlent des pictogrammes normalisés également? Voilà. Est-ce qu'il marche? Non. Il ne semble pas marcher. Alors pictogramme, oui, pictogramme effectivement. La définition des pictogrammes est normalisée depuis très longtemps et elle est normalisée au niveau ISO, c'est-à-dire au niveau mondial. Donc l'ensemble des pictogrammes, enfin les pictogrammes qui ont été normalisés sont à utiliser et sont, je dirais, quasiment obligatoires maintenant dans les faits. Ceci dit, tous les pictogrammes ne sont pas normalisés, effectivement. Donc, beaucoup de gens utilisent d'autres pictogrammes, soit parce qu'on les trouve plus jolis, soit parce qu'on trouve qu'ils sont plus adaptés à une situation particulière. N'empêche que le problème est évidemment qu'il faut retrouver partout les mêmes indications. Il n'est pas question de dire que parce qu'on va aller prendre un train, on aura un pictogramme, et parce que, en caricaturant, parce que dans le métro, on en aurait un autre, ça serait ridicule. Donc, premier point, évidemment, utiliser autant que possible les pictogrammes normalisé. Deuxième point, pour ce qui concerne les pictogrammes propres à l'accessibilité et au cadre bâti, on va ouvrir un nouveau groupe de travail sur ce sujet au niveau français pour travailler notamment avec l'UNAPI, mais aussi avec la RATP, avec pas mal d'autres personnes, d'autres groupes qui sont intéressés sur la définition de nouveaux pictogrammes propres à nos besoins, si j'ose dire. Et ces pictogrammes, après, seront proposés par la voie normale, par les commissions qui travaillent sur les pictogrammes en général, de manière à être proposés au niveau ISO. Ça ne veut pas dire, alors c'est un peu la difficulté de l'exercice, ça ne veut pas dire qu'ils seront forcément acceptés, puisque autant au niveau français, on va se mettre d'accord, on va trouver des solutions de consensus qui arrangent tout le monde. Après, au niveau ISO, il y a d'autres pays qui ont pris d'autres voies, qui ont d'autres pictogrammes. On a ce genre de problème déjà. Et après, il faut trouver des solutions d'entente. Donc la solution ne sera jamais parfaite, c'est sûr, mais je crois que le message à retenir, c'est vraiment d'essayer d'aller vers des pictogrammes, de maintenir autant que possible des pictogrammes normalisés pour limiter la casse. Autre question? Moi, je fais poteau. Il y a un monsieur. Il y en a partout. Moi, je suis pas le chef, je fais que transporter. Je voulais savoir si le groupe de travail avait réfléchi, puisque vous avez dit qu'il y avait les pouvoirs publics qui étaient là, sur les dénominations des textes. Je prends des simples exemples. On trouve mairie, hôtel de ville, obstétrique, maternité. Si on parle même de l'étranger, vous passez la frontière, les autoroutes n'ont pas la même colorimétrie dans un pays que dans un autre. Est-ce que vous avez réfléchi à ça et proposé des choses dans votre guide, ou pour l'instant l'établissement recevant le public est libre soit de prendre un nom usuel, soit de prendre le nom officiel normatif? Merci. Alors, pour ce qui est de notre groupe de travail et dans le document qu'on présente aujourd'hui, la réponse est non. On n'a pas évidemment été aussi loin que ça. On est resté sur des problèmes de signalétique pratique. La question que vous posez est parfaitement légitime. Évidemment, ça fait partie des soucis qu'on a. Mais dans ce groupe de travail-là, on ne l'a pas traité. Ce n'était pas de notre ressort. Il faut en fait, on est en matière d'accessibilité, enfin, on le sait tous, sur quelque chose qui est un processus relativement nouveau, ou en tout cas très évolutif. Ça bouge tout le temps. Et il y a des travaux de normalisation au niveau européen qui sont en train de démarrer et qui vont donc logiquement prendre ce genre de problème. Là, ça ne sert à rien de les faire au niveau national. Il faut vraiment qu'il y ait une logique européenne. Si on change, comme vous le disiez, si on change en passant la frontière, en allant à Bruxelles, et qu'on se retrouve avec des règles différentes, ça n'a pas d'intérêt. Donc il faut vraiment travailler ça au niveau européen. Et c'est ce qui commence à démarrer. Malheureusement, effectivement, ce sont des processus qui prennent du temps, et ça a un côté un peu frustrant pour tout le monde, mais il faut l'admettre, parce qu'il faut se confronter à tous les pays, il faut travailler ensemble, et c'est pas toujours facile. Et je ne vous parle pas du niveau ISO, où il faut aller discuter avec les Japonais, les Américains ou les Sud-Américains, qui ont tous des bonnes raisons de préférer ce qu'ils ont fait à ce qu'on pourrait leur proposer.
Oui, bien sûr. Oui. Alors cette dame là-bas avec un chapeau rouge. Ça fait 3-4 fois que je lève. Bon, Marie-Juliana, membre du conseil d'administration. Je parle beaucoup avec les gens et on vient de me dire une chose très importante, c'est que vous avez parlé tout à l'heure des plans extérieurs pour se guider. Eh bien, on m'a dit, ils sont toujours sales en général pour se diriger. Et c'est vraiment affect de pouvoir le toucher, quoi. Donc, qu'est-ce que vous dites sur ça? Rien, madame, qu'il faut les nettoyer. Il faut donc les nettoyer et c'est du ressort du gestionnaire de l'ERP. Ça n'est pas du tout lié à la signalétique et à la normalisation ou à la standardisation, puisque pour l'instant, nous sommes dans la standardisation. Monsieur, vous avez la parole. Il n'y a rien à ouvrir, vous pouvez parler. Je ne sais pas si vous m'entendez là. Oui. nous vous entendons. Marcel Jocris de la VH, donc à la service de la déficience visuelle. J'ai plusieurs questions. Je vais commencer par le monsieur de la CFPSA. Il a étalé, disons, au niveau de la malvoyance, 3 cas. Ne pense-t-il pas qu'il y a des nuances aussi au niveau de la cécité en pensant aux non-voyants de naissance par rapport à ceux qui, malheureusement, deviennent aveugles au courant de la vie? Ça, c'est un point. Je ne sais pas si j'égrène un peu mes questions. Si je peux répondre tout de suite, effectivement. Non, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais vous avez tout à fait raison. Vous avez tout à fait raison que au niveau de la cécité, il y a une différence, effectivement, entre les personnes aveugles de naissance et les personnes qui sont devenues aveugles en cours de vie. C'est tout à fait évident. Et l'appréhension des espaces, l'appréhension de la cinétique, puisqu'on parle de la cinétique, sera peut-être pas forcément la même. Voilà. Donc, mais vous avez tout à fait raison de soulever la chose. Bon, alors mon autre question, ça concerne les bèves que vous, conseillez de mettre en haut des escaliers. Donc à l'intérieur, je pense, du bâti. Il me semble que la législation fait apparaître un revêtement de textures différents, mais pas forcément bèves. Parce que pour moi, les bèves, c'est l'extérieur. Vraiment en cas de danger extrême. C'est vrai que l'escalier présente aussi en intérieur un certain danger, mais disons qu'on circule à l'intérieur avec peut-être un peu moins de vitesse qu'à l'extérieur. Ça, c'est pour les déficients visuels expérimentés et qui circulent régulièrement. Qu'en pensez-vous? Alors là, c'est à celui qui veut bien répondre. Oui, écoutez, je vais répondre également. Donc effectivement, la CFPSA se positionne assez clairement là-dessus, puisque les derniers travaux au niveau de la DMA, on se positionne assez clairement dans le fait de dire qu'il faut uniformiser la formation. Et donc, quelque part, si on les pose à l'extérieur, pourquoi ne pas les poser à l'intérieur? Le danger existe aussi bien dans un escalier intérieur qu'extérieur. Évidemment, vous avez raison de dire qu'il y a peut-être moins d'élan, on a peut-être, mais le danger existe quand même. Et donc, à partir du moment où on harmonise les choses, ce sera peut-être préférable pour tout le monde, puisque le message sera toujours le même. Ok. Une autre question, à l'échelon des quais de portuaires. Non, monsieur, nous sommes à l'intérieur des bâtiments. D'accord, ok, excusez-moi. Uniquement, exclusivement. Et une autre question, combien ça coûte Combien coûte quoi, monsieur? Coûte au point de vue prix. Mais quoi Le guide. Le guide. 90 €, c'est ça? Oui, absolument. Oui, quand même. Oui, malheureusement. Non, Alors, s'il y a des signaléticiens dans la salle, comme nous avons travaillé au sein du SINAFEL dans ce groupe de travail, enfin grâce au SINAFEL dans ce groupe de travail, nous avons obtenu, ou nous allons obtenir, un tarif préférentiel pour les enseignistes et les signaléticiens, puisque nous allons procéder à un achat en gros. Mais bon, c'est assez cher, mais si vous voulez, moi qui suis industriel, j'achète souvent des normes parce que je suis obligé de les acheter pour comprendre dans quel cadre je dois me situer. Là, il ne s'agit pas d'une norme, il s'agit d'un guide de bonne pratique pour le moment. Je paye souvent beaucoup plus cher que ça. Je paye des normes jusqu'à 120, 130, 140, 160 €. Mais ça fait partie de l'environnement qui est nécessaire pour travailler aujourd'hui
En France, certes, mais en Europe aussi. Autre question? Continue à faire la féminine. Là-bas au fond. Oui, 90 €, ça coûte moins cher qu'une formation. Donc, c'est toujours ça. Non, simplement par rapport aux couleurs, tout ce qui est code colorimétrique, est-ce qu'il y a des coordonnées de couleurs pour qu'on soit bien d'accord de quoi on parle en termes de coefficient d'efficacité? Pardon, de quoi parle-t-on en termes de... De coefficient d'efficacité, c'est-à-dire est-ce qu'il y a vraiment des coordonnées de couleurs, tout simplement? C'est une table, madame, qui est universellement reconnue comme étant un standard et qui permet, par rapport à un blanc sur noir, de faire une comparaison. C'est tout. C'est juste un espèce de référentiel qui vous permet de savoir si vous êtes bon, mauvais ou moyen. C'est tout. Rien de plus. Nous avons beaucoup discuté pour savoir s'il fallait le mettre ou pas, parce que c'est un document qui est assez ancien, qui est difficile d'ailleurs à imprimer parce qu'il y a des couleurs, et donc il faut que les couleurs soient suffisamment parlantes. Mais nous avons finalement décidé de le mettre parce que c'est très utile, alors qu'on se préoccupe rarement des contrastes quand on fait de la signalétique. On n'y pense pas. On ne pense pas aux gens qui voient mal. Autre question? Pardon, je passe la parole. Oui, concernant les contrastes et les couleurs, c'est vrai que la réglementation demande 70% de contraste, donc il faut faire attention à ça. Ce tableau, je le connais bien, effectivement, c'est un tableau canadien, et donc il donne des indications. Évidemment, c'est pas la Bible. Il faut pas. Mais il donne quand même de bonnes indications qui permettent quand même de dire bon, bah là, je suis pas trop mal, là, je suis bon. Il est évident qu'un blanc sur noir, bon, vous aurez de toute façon les 70% de contraste. Mais il y a d'autres couleurs dans la signalétique qu'on peut utiliser et qui seront importantes pour les personnes en situation de handicap, pour les personnes malvoyantes, pour les personnes également ayant des handicaps intellectuels, pour repérer et pour comprendre ce qui se passe. Donc, ce tableau n'est qu'indicatif. Hein. Je veux dire, c'est après à chacun de faire son design, mais de couleur. Alors pour raconter juste une petite histoire, dans mon métier, moi j'ai été amené à voir des appels d'offres de signalétique faits par de grands designers, de grandes agences de com plutôt que des designers, qui était complètement farfelu par rapport à ce contexte, ce problème de contraste, si vous voulez. Je disais, mais c'est pas possible. Mais si, parce qu'ils n'avaient pensé qu'au dessin, à l'aspect, au look, si je puis dire, si je peux utiliser ce mot-là. Voilà, autre question? Oui, s'il vous plaît. Vous avez, en présentant ce guide des bonnes pratiques, mis l'accent sur leur intérêt pour les personnes déficientes visuelles et puis les personnes handicapées cognitives et personnes âgées. Et je n'ai pas entendu, peut-être l'avez-vous dû parce que j'entends difficilement, je n'ai pas entendu dire combien c'était intéressant aussi pour les personnes handicapées auditives. Alors, j'en ai parlé, monsieur. Vous en avez peut-être dit un mot, mais peut-être pas assez insisté. Les personnes handicapées auditives, effectivement, peuvent bénéficier de tous les dispositifs existants, mais les dispositifs visuels sont particulièrement utiles pour les personnes handicapées auditives, en particulier parce que quand on a besoin d'une signalétique quelle qu'elle soit et qu'on est bien entendant, on peut utiliser l'aspect humain et demander son chemin, demander la disposition, demander quoi que ce soit. On peut le faire quand on est malentendant, mais on n'a pas la réponse. Et donc, tout ce qui est facilitation, amélioration de la signalétique en général et de toutes les informations visuelles, comme celles que vous avez évoquées, sont très utiles pour les personnes déficientes auditives. Je pense que dans le préambule en particulier, quand on parle des personnes handicapées cognitives et des personnes âgées, on devrait aussi mettre un mot sur l'utilité de tous ces dispositifs pour les personnes handicapées auditives. Vous avez tout à fait raison, monsieur. C'est pour ça que le ministère a décidé de favoriser l'éclosion, la multiplication des boucles magnétiques. Autre question? Ça n'a rien à voir. Ah bon, c'est pareil. C'est pour les sourds à Paris. Ça n'a rien à voir. Bon, autant pour moi. Non,
Bonjour, Maxime Mercal, Pôle Handicap à la ville de Toulouse. Je vous écoutais par rapport à ce document. Alors, excusez-moi, je peux te mettre un pied dans le plat, mais j'ai l'impression qu'on enfonce des portes ouvertes. C'est-à-dire que tous les éléments que vous avez mis là, je pense que toutes les villes aujourd'hui l'appliquent depuis quelques années. C'est-à-dire qu'on a dû se débrouiller sur pas mal de choses pour justement essayer de pallier au problème de l'activité. Mais également, ce qui me pose problème, c'est qu'aujourd'hui, donc, vous dites, voilà, ça va être une norme, mais sachant qu'on a des restrictions budgétaires qui sont de plus en plus importantes, quand je vois que vous préconisez, par exemple, de mettre deux plaques, comment dire, excusez-moi, je ne me souviens plus le nom, deux tableaux pour indiquer justement dans les bâtiments vers où se repérer, et sachant, par exemple, qu'un seul coûte 5 000 € en moyenne, enfin, je veux dire, c'est que là, quand je vois vos préconisations, plus ou moins, on augmente le budget entre 10 et 15 000 €. Vous parlez du plan multisensoriel, voilà, c'est moi, je ne sais plus le nom. Mais le plan multisensoriel, monsieur, est avec 2 étoiles. Vous le mettez si vous en avez envie. Si vous n'avez pas envie, vous ne le mettez pas. Si vous n'avez pas le budget, vous ne le mettez pas. Et ensuite, par exemple, alors un petit détail, mais là où je vois, enfin pour moi, le document n'est peut-être pas entièrement abouti, c'est dans le domaine des escaliers. Vous mettez double main courante, 100 mètres d'étoile, alors que normalement, la loi, que je sache, n'oblige pas d'avoir la double main courante. La double main courante, c'est justement un confort d'usage pour les enfants et les personnes de petite taille. Et vous ne mettez pas d'étoiles. Donc pour moi, il faudrait peut-être rajouter au moins 1 voire 2 étoiles pour dire justement qu'il y a ce confort d'usage. Oui, vous avez probablement raison. Bon, on a décidé comme ça, un peu dans la... Bien sûr, le document n'est pas complètement abouti. Il mériterait plein de, sans doute, et on va le voir, nous allons le voir à l'usage au fil des mois. Mais il a le mérite, monsieur, de regrouper tout ce qui existe déjà. Et ça, c'est un mérite important face à la multiplication des documents qui existaient précédemment, ou des contraintes réglementaires qui étaient dans différents textes. Vous voulez ? Oui, autre complément qu'on peut ajouter, on a expliqué au début qu'on était dans une démarche de proposer une boîte à outils aujourd'hui. Donc il n'est pas question évidemment actuellement de suggérer de suivre à la lettre l'intégralité de ces recommandations. Alors, autre remarque aussi, vous avez commencé en disant qu'on enfonçait des portes ouvertes. Je crois pouvoir dire que c'est pas vrai, malheureusement. Sûrement que que la mairie de Toulouse a fait des efforts tôt, mais je crois que malheureusement, il y a énormément de RP qui sont absolument pas traités de manière sérieuse. Donc, l'origine de ce document était une demande justement des professionnels qui se sentaient un peu armés ou insuffisamment armés pour répondre à ces questions. Donc, je crois que, hélas, vous avez tort sur ce point. Ça serait mieux si effectivement vous aviez raison et s'il était beaucoup trop tard, mais je ne crois pas que ce soit le cas. Nous sommes au syndicat, monsieur, au SINAFEL, au syndicat que je représente, nous sommes 500 signaléticiens qui couvrons toute la France. Et nous sommes allés dans cette démarche nous sommes à l'origine de la démarche auprès de l'AFNOR parce que justement nous constations dans notre métier quotidien que nous n'arrivions pas à expliquer clairement aux maîtres d'œuvre, aux maîtres d'ouvrage, l'essentiel de ce qu'il fallait faire ou ne pas faire. C'était vraiment ça l'origine du document, voyez-vous ? Bien sûr, monsieur. Nous avons un groupe de travail qui comprend une dizaine de personnes. Et dans ces personnes, il y a par exemple monsieur Laguillet. Il y a eu occasionnellement un architecte. Il y a bien sûr... Et il faut savoir que dans toutes les commissions de l'AFNOR, j'en parle, mais ce n'est pas à moi d'en parler normalement, toutes les commissions de l'AFNOR, tous les gens sont les bienvenus. Et il est parfois difficile de faire venir des gens compétents pour défendre quelque chose, pour défendre un point de vue. C'est assez difficile. Ça demande beaucoup d'énergie. J'en sais quelque chose puisque j'ai animé ce groupe pendant 18 mois. Et c'est assez difficile de construire quelque chose à partir de rien, car nous sommes partis de rien, juste de la réglementation existante. Autre question ? Oui, bonjour, Pierre Boivin, CHU de Poitiers. Moi, c'est une question que j'ai depuis quelque temps. Vous parliez de signalétique et de hauteur visuelle et d'avoir des éléments suspendus au-delà de 2,20 m. Je n'arrive pas à comprendre d'où vient cette exigence dans la mesure où on parle de personnes de grande taille, mais qu'un linteau de porte ne fait pas 2,20 m et que toute personne qui rentre dans un local va devoir passer dessous. Alors pourquoi avoir mis une hauteur supplémentaire à ces éléments suspendus qui, sur un niveau qui fait 2,50 m entre dalles,
parce que c'est la hauteur minimale demandée, va nous amener un élément suspendu, si on veut qu'il soit à 2,20 m au moins, qui est plus suspendu? C'est ce qui est ressorti de nos discussions comme étant ce qui était utilisé le plus fréquemment dans notre métier, au sein de nos et je pense que c'est très ancien. Si vous voulez, la hauteur de 2,50 m, monsieur, je crois pouvoir vous dire qu'elle vient principalement des années 60, 70, où l'on a fait énormément de logements, et on a construit des logements qui étaient le plus possible raccourcis, si je puis dire, de façon, et avec une hauteur minimum de 2,50 m, si bien que tout le monde s'est mis à 2,50 m. Et c'est passé un petit peu dans la norme. Mais très souvent, on voit des bâtiments où il y a 2,70 m, 3 m de hauteur sous plafond. Ça arrive très fréquemment, surtout dans les ERP. Pas partout, certes. Autre question? Monsieur derrière le pilier, qui ne peut être atteint que sur le côté. Oui, bonjour, Marcel Meurin. Je voulais juste rebondir sur ce qui vient d'être dit. Il est bien certain que pour le handicap visuel, la signalétique n'est pas intéressante à 2,20 m, mais qu'il faut bien l'avoir du côté de 1,50 m et pas plus haut. Précisez-le bien, qu'il n'y ait pas de confusion en la matière. Non, bien sûr, monsieur. Nous parlons ici d'éléments qui dépassent, donc qui sont ou suspendus ou accrochés au mur perpendiculairement. J'ai bien compris, mais que ce soit très clair. Voyez par exemple les écrans SNCF. Ah, je ne sais pas. On est bien d'accord. Je confirme. Autre question? Ici, nous avons une question, madame. Ah. Après. Merci. Bonjour, je suis Christine Leray à la direction départementale des territoires du Maine-et-Loire. Moi, je voudrais revenir sur les propos qu'a tenu monsieur sur ma gauche, la personne non-voyante ou malvoyante, parce que je suis assez étonnée de voir que dans ce guide, on préconise des bandes de guidage un peu partout et des bandes d'éveil de vigilance, alors que la réglementation demande à l'intérieur, et là on parle de l'ERP, la réglementation demande du dispositif d'éveil à la vigilance, en haut des escaliers, et non de la BEV, et aussi du guidage, en effet, depuis l'entrée du terrain jusqu'à l'entrée de l'établissement. Et là, il n'est nul besoin de coller de la BEV ou de la bande de guidage partout. Et je m'étonne que l'UNSFA, avec laquelle je travaille au niveau départemental, je m'étonne qu'il n'y ait pas de réaction. Parce que les architectes, en collant de la bande d'éveil ou de la bande de guidage partout, voient leur côté créatif disparaître. Parce qu'intégrer un matériau de granulométrie et de couleurs distinctes depuis l'entrée d'un terrain jusqu'à l'entrée d'un bâtiment, ça permet d'assurer le guidage sans pour autant coller de la BEV. Et je vous parle en connaissance de cause. Chez nous, en direction départementale, nous avons mis de la BEV à l'extérieur. Et cette BEV, au fil du temps, s'est détériorée et maintenant s'envole avec le vent. Un matériau inclus dans le sol aurait été bien préférable. Alors, monsieur Laguiller va répondre. Nous sommes tout à fait d'accord avec vous. De toute façon, la bande de guidage n'est pas obligatoire partout, parce qu'on peut aussi travailler sur un cheminement naturel. Et quand ça peut être effectivement intégré dans le projet au départ, c'est tout aussi bien. Et c'est même meilleur. Maintenant, évidemment, quand on travaille sur l'existant, hélas, on n'a pas toujours le choix de faire autrement que de coller quelque chose. Donc, dans l'existant, c'est problématique. Dans le neuf, ça ne doit pas poser de problème. On peut le faire en amont et travailler. Effectivement, les architectes sont tout à fait capables de prévoir des matériaux, des produits qui feront l'usage et tout en s'intégrant dans le lieu. Concernant les BEV, j'en ai parlé tout à l'heure, il est certain que pour nous, il est important d'harmoniser les choses. Et quand on travaille avec une BEV, un escalier est dangereux à l'intérieur comme extérieur. Dans la réglementation, c'est vrai, vous avez tout à fait raison, que pour l'instant, mais ça va évoluer, ça va changer. Vous avez tout à fait raison que la réglementation, pour l'instant, prévoit une différence de texture au départ des escaliers à l'intérieur. Mais la BEV est quand même un élément très très important pour nous, et donc ça peut peut-être changer dans les mois qui viennent. Bonjour, j'aurais deux questions à vous poser. La première concerne les recommandations que vous faites concernant les polices de caractère
et puis les contrastes de couleurs. Il me semble que dans la réglementation d'accessibilité de la voirie publique, il y a ces éléments-là. Alors ma question est de savoir si dans le guide, vous reprenez les mêmes éléments, c'est-à-dire s'il y a compatibilité entre vos préconisations et la réglementation de la voirie publique, ou si ce sont des valeurs différentes. Eh bien, monsieur, pour faire simple, nul n'est censé ignorer la loi, mais tout le monde l'ignore. Donc nous n'avons pas fait ce travail-là, je pense. Je ne pense pas que nous avons fait de liaison, non, je ne pense pas que nous avons fait de liaison avec ce qui se fait à la SNCF en termes de graphisme et d'écriture. Oui, en voirie. Précisez peut-être votre question, monsieur. En fait, dans la réglementation de l'accessibilité de la voirie publique, il y a déjà des obligations concernant les polices de caractère et les contrastes de couleurs. Donc ma question était toute simple, c'était de savoir si les recommandations qui sont dans ce guide sont compatibles avec ce qui est exigé dans la voirie publique. Bon, si c'est différent, mais tout à l'heure, vous parliez d'une harmonisation des pratiques pour éviter qu'il y ait plusieurs valeurs différentes pour un même sujet. Voilà. Je confirme, monsieur, ce que je vous disais, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'harmonisation parce que nous nous sommes occupés de l'intérieur du bâtiment et peut-être aurions dû, nous, aussi regarder à l'extérieur ce qui se faisait. Mais comme je vous le dis, on ne peut pas connaître tout ce qui existe, quoi. C'est difficile. Sans qu'on en ait parlé explicitement, on a travaillé en liaison étroite avec le ministère, et donc en matière de voirie, effectivement, il y a une compatibilité. C'est vrai qu'on n'est pas parti des exigences en matière de voirie, mais évidemment que c'est tout l'intérêt de travailler avec toutes les parties intéressées, et notamment avec les responsables de la réglementation. Ma deuxième question, donc, rebondit sur ce que vous disiez tout à l'heure. Vous, me semble-t-il, vous aviez des difficultés à trouver des personnes qui pourraient participer à vos groupes de travail. Comment faut-il faire pour se faire connaître ? Alors vous pouvez me contacter, à ce moment-là je vous en parlerai. On peut en parler après la fin, effectivement, après la conférence. Voilà. Bon, je vais peut-être... Bien, on va peut-être s'arrêter là. Il est 13h30. Nous devons libérer la salle.